Hola a todos et merci de nous accompagner pour cette première émission de Inside Liga sur votre chaîne CAB Sport. Aujourd'hui, au sommaire de cette première émission, on va s'intéresser au match vedette de la 8e journée de la Liga espagnole, c'est Bilbao-Séville. Bien sûr, nous allons parler de la Champions League avec 4 équipes espagnoles qui sont en jeu mardi et mercredi, avec un petit crochet du côté de l'Europa League avec encore 3 équipes espagnoles qui vont jouer leur journée jeudi prochain. Et puis on ira du côté de la Catalogne, du côté du Barça. Bien sûr, il faut s'interroger. Le Barça est-il en crise? Crise institutionnelle, crise sportive. Et puis on aura un invité, Jaime Muñoz, arbitre, mais aussi ancien dirigeant d'un club espagnol amateur ici en France. Mais pour l'instant, il est temps de donner le top départ de Inside Liga. Et pour m'accompagner aujourd'hui pour cette première, bien sûr, nous avons Alison Nkoukou. Merci Alison, journaliste sportif que vous écoutez sur CAB Sport habituellement dans les émissions de Inside Foot. Bonjour Alison. Bonjour Juan José. À côté de vous, on a Abdelhamed. Encore un éducateur sportif qui travaille avec les jeunes et que vous écoutez souvent sur Beurre FM et notamment sur l'émission sportive Time Sport. Salut Juan José, bonjour à tous, très content d'être là et merci de ton invitation. Et puis, Ouda Abid qui est avec nous et qui vous connaissez tous puisqu'elle est aussi dans les émissions des CAB Sport, notamment Inside Foot, qui va aujourd'hui nous présenter la Liga espagnole. Elle va débriefer les matchs de la dernière journée et nous présenter les matchs de la prochaine journée. Mais avant ça, je vais dire bonjour, buenos días, buenas tardes à Jaime Muñoz. C'est un arbitre. Vous arbitrez en district et en ligue ici du côté de Paris et vous êtes un ancien dirigeant aussi d'un club amateur espagnol qui est à Paris, el de la Casa de Valencia. Bonjour Jaime. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Jaime. Et pour l'instant, on va commencer, comme je vous l'ai dit, avec le débrief de la dernière journée. Et pour ça, en espagnol, on parle de quelque chose de très particulier. On parle de la quiniela. La quiniela, c'est top départ. Alors, ce qu'il faut retenir de cette 8e journée de la Liga, et on commence avec la victoire du FC Cadix face à Eibar. Les Andalous continuent d'impressionner cette saison avec 4 rencontres à l'extérieur, 4 victoires et aucun but encaissé. Avec seulement 27% de possession, les hommes d'Alvaro Cervera l'ont emporté 2-0 face à Eibar. Grâce à cette victoire, Cadix fait partie des 5 premiers du classement. Après un nul dans la douleur en Ligue des Champions, le Real Madrid s'impose facilement face à Huesca, 4 buts à 1. Eden Hazard ouvre le score, un doublé de Benzema et Valverde. De son côté, le FC Séville s'incline face à Athletic Bilbao. Les hommes de Lopetegui n'ont pas su tenir la cadence et finissent par couler face aux hommes de Garitano. Osasuna, de son côté, s'incline face à Atlético Madrid, et notamment avec un doublé de João Félix, le jeune portugais qui ne cesse d'impressionner. Et le FC Barcelone, tenu en échec face à Alaves, 1-1. Les hôtes menaient à la mi-temps et Griezmann égalise à la 63e minute et ouvre de son côté son compte but. Betis, 3-1 face à Elche et un pénalty manqué de Nabil Fekir. C'est à Vigo, de sa part, s'incline 4-1 face au Real Sociedad. 5e victoire pour Sociedad cette saison, leader du championnat avec 17 points. Et Grenade, tenu en échec de son côté face à Levante. Et Valence, 2-2 face à Getafe et carton rouge chez les 2 clubs. Justement, Valence, je sais que c'est un club qui tient beaucoup à Jaime. Jaime tient beaucoup à ces clubs. Un match compliqué, 2-2. Un match mouvementé et un match qui est allé au-delà des 90 minutes puisque le dernier but est arrivé à la 100e minute. C'est bien ça. C'était un match intense et des folies comme nous sommes habitués avec Bordalas. Il y a eu 2 buts en 8 minutes pour Getafe. Il y a eu 2 exclusions et 11 avertissements. 7 pour Valence et 4 pour Getafe. Et un penalty, comme tu viens de dire,
un penalty et un but à la 100e minute de jeu pour l'égalisation de Valence. Valence dont on parlera tout à l'heure parce que c'est un club qui est aussi en pleine tourmente sportive et institutionnelle. Juste vous rappeler que les deux premiers du championnat espagnol, c'est le Real Sociedad. Peut-être inattendu de voir après 8 journées le Real Sociedad en tête du championnat espagnol. Et puis le deuxième, c'est le Real Madrid. Et oui, le Real Madrid qui a quand même un match en moins par rapport à la Real Sociedad. Et puis vous rappelez qu'ils sont les meilleurs buteurs du Pichichi. Le Pichichi, c'est le meilleur buteur du championnat espagnol. C'est encore un joueur de la Real Sociedad, Oyarzabal, qui a marqué 5 buts. Et puis derrière, vous avez quand même Paco Alcácer de Villarreal avec 4 buts. Ansu Fati de Barcelone avec 4 buts. Et même Luis Suarez de l'Atlético de Madrid, pas de Barcelone, de l'Atlético de Madrid, et qui a mis donc aussi 4 buts. Sans oublier Álvaro Negredo du côté de Cadix qui a marqué le but et a passé le premier but. Le vieux Álvaro Negredo, parce que ça fait des années qu'il est là du côté du football espagnol, même s'il a fait un petit crochet aussi dans d'autres championnats européens. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le match de la journée, celui que nous avons choisi, c'était le match entre Bilbao et Séville. Et pour ça, nous l'avons appelé tout simplement le match. Alors, Bilbao-Séville, Atlético Bilbao-Séville, donc un match qui a tenu toutes ses promesses avec une victoire de Bilbao, même si c'est Séville qui a dominé lors de la première heure de ce match. Le fait est qu'à la fin, c'est Bilbao qui l'a remporté. Et d'ailleurs, Lopetegui, en conférence de presse, a fait une déclaration que j'aimerais vous lire, expliquant pourquoi Séville n'a pas gagné ce match. Lopetegui qui nous dit que nous n'avons pas su gérer le jeu. Il y a eu des désajustements défensifs et en deuxième mi-temps, nous n'avons pas été capables de garder le ballon. D'ailleurs, Jaime, quand on regarde du côté de Séville, on voit que Séville est aujourd'hui 16e du championnat espagnol avec 2 matchs en moins. Ça, il faut toujours le dire, mais le résultat, c'est 3 défaites, 2 victoires et un nul. En fait, ce sont quand même des débuts difficiles pour Lopetegui. Oui, c'est un résultat inattendu pour Séville. En effet, 3 matchs d'affilée en Ligue avec le visage des vaincus. Ils sont plus proches de la descente que d'autres choses, en tout cas. D'ailleurs, Alisson, on se pose la question par rapport à Séville. Donc, pas des vacances pour Séville. Il faut juste rappeler qu'il y a eu la Supercoupe d'Europe face au Bayern de Munich. Ils ont perdu cette Supercoupe. Il y a la Ligue des Champions et puis il y a un calendrier espagnol très chargé. Ça peut expliquer justement le fait que Séville a du mal à démarrer cette Liga. C'est un calendrier effectivement très chargé pour le FC Séville, mais Séville, ça reste une équipe quand même en dents de scie. C'est le 3e match consécutif sans victoire. C'est un peu dominateur, hein, comme on l'a vu avec l'Atlético Bilbao, mais ça va pas jusqu'au bout. Il y a des moments quand même de creux, il y a des moments de passivité, il y a des moments d'errement défensif chez le FC Séville, ce qui fait que les matchs ne sont pas tout à fait aboutis. Là, on l'a vu, c'est une défaite un peu surprenante quand même quand on voit la teneur du FC Séville. C'est un peu surprenant, mais encore une fois, on va chercher Séville à la fin, et à la fin, ça finit toujours par passer en leur défaveur, malheureusement. En leur défaveur, malheureusement, sachant aussi que Lopetegui s'est plaint lors de sa conférence de presse, justement, du calendrier espagnol. Lopetegui, qui, à la réponse de nos collègues d'une radio, a dit que tout le monde est au courant du désastre des horaires de la Liga qu'on est obligé de subir. On nous oblige à rejouer moins de 72 heures après le match des Champions face à Rennes, et contre une équipe comme Bilbao, très exigeante, ça se paye. À partir de la 60e minute, nous n'avons pas pu assumer nos efforts. Abdel, quand on n'a aucun poste dans l'effectif, quand on a Rakitic qui a quitté Barcelone pour revenir du côté de Séville, quand on a Koundé, De Jong, Navas, En-Nesyri, est-ce que le Séville a-t-il assez de profondeur de son banc de touche? Je pense que c'est ça qui manque un peu à Séville. Après, je trouve que Lopetegui se cache un peu derrière certaines choses, dans le sens où en Ligue des Champions, ils sont performants, ils ont su
aller gagner la Ligue Europa. Ils ont su aussi mettre en difficulté le Bayern. C'est vrai que en Liga, le championnat est très ouvert, mais il y a beaucoup de jeux, donc ils sont amenés à se faire aussi bousculer. Maintenant, contrairement à plusieurs équipes dans le championnat-là, c'est une équipe qui a besoin de beaucoup de ressources physiques, qui joue beaucoup, comme on dit, sur la grinta et son agressivité. Même s'il y a des joueurs de ballon qui ont envie de proposer des choses, s'ils n'ont pas fait la différence avec toute l'intensité qu'ils ont mise auparavant, forcément ils vont être punis, et ça s'est vu notamment face à Bilbao ce samedi, où ils prennent un but à la 76e et un but à la 86e, soit dans le dernier quart d'heure, là où ils ont plus du tout de jus. Après, concernant ta question, je pense qu'il leur manque encore quelques joueurs, peut-être ils n'ont pas assez, comme tu l'as dit, de profondeur de banc, et peut-être que Lopetegui aussi fait jouer régulièrement les mêmes joueurs, et lui ne fait pas assez de turnover. Mais il a quand même des joueurs, mais peut-être pas assez pour voir Séville grimper les échelons et peut-être passer un cap, en tout cas tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut comparer le Lopetegui du Real Madrid qui a été viré après quelques semaines avec ces Lopetegui-là? Parce que l'année dernière, il a fait le boulot. Séville est devenu champion d'Europa League. Mais est-ce qu'il ne rencontre pas les mêmes difficultés qu'il a rencontrées quand il était entraîneur du Real? Moi, je suis pas sûr que ce soit les mêmes difficultés. Déjà, c'est pas le même club, c'est pas les mêmes attentes. Lopetegui, avec ses entre guillemets 2 échecs consécutifs, un peu avec la sélection aussi, où il a pas terminé en odeur de sainteté, et avec le Real. C'était peut-être une marche peut-être trop haute pour lui. Il a peut-être besoin d'un club où il a la totale maîtrise. Et quand on laisse avoir justement les pleins pouvoirs, on arrive à voir ce qu'il sait faire, comment il sait animer son équipe. Mais je pense que non, je pense qu'il est à sa place aujourd'hui, et que voilà, ça permet de montrer que c'est un bon entraîneur, et que peut-être qu'il n'a pas les épaules pour encore des clubs comme le Real ou la sélection espagnole. Alors, je rappelais par rapport à ce match, donc effectivement, Abdel l'a dit tout à l'heure, le premier but, c'est Séville qui le marque, c'est El Nasri à la 9e minute, et puis ils se font rejoindre effectivement en fin de 12e mi-temps par Mouniaïn, que hors caméra, on se rappelait d'un match PSG Bilbao du côté du Parc des Princes il y a quelques temps, avec Moulaïn qui était à l'époque titulaire, et puis Sanset qui est venu marquer le 2e but à la 86e minute. Rappelez qu'aujourd'hui, Bilbao est quand même 11e du championnat espagnol, et d'un autre côté, le meilleur buteur de Bilbao, c'est Unai Lopez, c'est un classique de Bilbao avec 2 buts. Et du côté de Séville, c'est quelqu'un que je sais vous n'aimez pas souvent, c'est Luc de Jong, qui est aussi le meilleur buteur de Séville avec 2 buts. Mais maintenant, on va s'intéresser à autre chose. Vous le savez, du côté de l'Espagne, on est des champions. Nous sommes des champions du côté de l'Espagne. Vous le savez bien, aujourd'hui, c'est la 3e journée de Champions League avec 4 équipes espagnoles en lice, notamment donc Atlético de Madrid, Lokomotiv Moscou. C'est un match qui se déroule à l'heure précise où je vous parle. Et tout à l'heure, à 21h, on aura un Real Madrid Inter de Milan, un match à haut risque pour le Real, mais aussi pour l'Inter de Milan. D'ailleurs, est-ce que, Alisson, le Real a-t-il de la marge de manœuvre après 2 journées de Champions League avec une défaite et un match nul? Ça devient compliqué pour les 2 équipes d'ailleurs, autant pour le Real Madrid que pour l'Inter Milan. Là, on arrive à mi-parcours des phases de groupe, donc tous les points sont cruciaux. Là, le Real Madrid a quand même perdu énormément de points. Si je ne me trompe pas, ils n'ont que 1 point pour le moment. L'Inter, eux, de son côté, n'ont que 2 points, c'est pas mieux au compteur. Et là, le face-à-face est quand même crucial. Donc l'équipe qui perdra, ça sera quand même en ballottage. Pas défavorable, parce que ça serait pour l'instant m'avancer, mais ça sera compliqué. Si là, une des équipes perd, pour aller rechercher les points derrière, c'est compliqué, que ce soit pour le Real ou pour l'Inter Milan. Justement, Jaime, le Real que ce week-end bat Huesca 4-1 facilement. Le Real qui vient de battre du côté de Barcelone, le FC Barcelone, lors du Classico. Alors, que doit-il faire le Real? Doit-il aller à l'attaque, risquant de perdre ces matchs et donc de compromettre ses chances d'aller en 8e de finale? Doit-il essayer de sauvegarder au moins 1 point, justement, pour pas jeter tout dans ce match et se retrouver nu, si on peut dire comme ça? Déjà, c'est le duel de l'urgence entre 2 poids lourds de l'Europe.
qu'après 2 journées du groupe B, arrive sans victoire, comme vous avez bien dit. Oui, le Madrid doit vaincre et convaincre pour la suite. Mais attention, Lukaku, c'est l'attaquant qui peut encore jouer et qui peut être marqué. D'ailleurs, Abdel, je me pose la question, j'ai demandé à Jaime, Benzema, il a marqué 2 buts ce week-end. Et d'ailleurs, il est aussi l'un des passeurs décisifs à un moment donné pour les buts de Valverde. Il y a Valverde donc, qui a marqué. Il y a Eden Hazard qui a encore marqué. Superbe but d'Eden Hazard. Quels sont les atouts en fait du Real ce soir face à l'Inter? Je pense que les atouts du Real Madrid, déjà, c'est son coach, c'est Zidane, qui en général ne cède pas à la pression. Comme ils l'ont dit, Alisson et Jaime, c'est un match de la peur. C'est 2 équipes qu'on aurait dû retrouver en haut de ce classement et là qui jouent les dernières places pour le moment. Les atouts, c'est tous ceux que Zidane arrive encore à surélever et qui sont dans la même barre que lui, à savoir, comme on a pu le voir lors de la petite remontada face à Mönchengladbach, Casemiro, Ramos, Benzema et Valverde, justement, tu l'as cité. Un joueur très jeune qui était prêté, il me semble, à la Corogne à l'époque et qui est revenu. On pensait que ça allait être la doublure de Casemiro et ça n'a pas été le cas du tout. Il a été utilisé d'abord comme milieu droit excentré et qui est revenu dans le cœur du jeu. Aujourd'hui, c'est un des fondamentaux. Je pense que c'est l'un des noms que coche en premier Zidane. Il a pris la place sûrement de Modric qui est vieillissant, mais même qui est encore performant. Et je pense que Zidane, encore quelques joueurs avec lui qui sont capables de lui faire passer un cap avec tout ce collectif qui est de plus en plus jeune. Et si Eden Hazard, justement, qui revient en forme, qui n'avait pas marqué depuis 392 jours, ou si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui devrait faire du bien au Real Madrid. Et sans parler de Karim Benzema qui vieillit parfaitement en alliant justement les buts et les passes décisives. Et je pense que ce soir, Jaime, tu parlais de Lukaku, il est incertain, c'est pas encore sûr, mais je pense que le Real va prendre le dessus. Juste, je finis sur ça. Le fait de jouer dans leur centre d'entraînement et pas au Bernabéu, je pense que même s'il n'y a pas les supporters, je pense que ça les met pas dans de bonnes conditions. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il joue à Valdebebas, au centre d'entraînement, au stade Alfredo Di Stéfano, et pas du tout au Santiago Bernabéu. Et c'est vrai que ça change beaucoup. Tu as parlé justement de Valverde, et il y a des journalistes qui, lors de la conférence de presse, ont posé la question à Zinedine Zidane sur les performances de Valverde. Et voilà qu'il dit: je ne suis pas surpris de ce qu'il réussit. Il est d'un rendement constant. Il montre toutes les facettes de son jeu. Rappelez qu'aujourd'hui, le meilleur buteur du Real Madrid s'appelle Karim Benzema, hein, en Liga, je parle, 3 buts et 3 passes décisifs. Et ça me permet aussi de changer de match, puisqu'on va parler d'un autre match, c'est lui qui va avoir lieu demain à 21h aussi, c'est celui de Séville face à Krasnodar. Donc, Ouda, quand même, une petite question. Oui. Une victoire, et les Andalous, en fait, sont bien partis pour être qualifiés. Il faut se rappeler qu'ils ont un match nul et puis une victoire contre donc, Rennes. Effectivement. Et est-ce que la victoire là, elle est impérative pour être tranquille? Parce qu'on a vu quelles sont les difficultés de Séville en Liga. Malgré le mauvais début de Séville en Liga, je pense qu'en Ligue des Champions, ils sont assez compétents, ils ont leur mot à dire. Ils sont déjà deuxième du groupe avec 4 points, notamment avec la victoire face à Rennes et le nul face à Chelsea. Donc Séville peut créer l'exploit cette année. Et voilà, ils ont un match pas très compliqué contre l'équipe russe de Krasnodar. Et ils vont jouer à domicile, donc c'est un plus pour les Andalous. Alisson, Abdel, Ouda a parlé justement de Rennes. Donc si Séville gagne, c'est très bien parti pour eux pour se qualifier donc, en 8e de finale. Mais si Rennes perd ce soir, c'est fini pour eux, pratiquement. Ils vont jouer quoi? La Ligue Europa au mieux?
C'est ça. Au mieux, ça sera une Ligue Europa, ce qui n'est pas négligeable pour un club comme Rennes, vu leur effectif et leur parcours. Mais une victoire permettrait de les relancer dans la compétition, mais à contrario, une défaite, c'est un peu signer l'arrêt de mort. Est-ce que Rennes est-il capable, c'est vrai que c'est le football espagnol, parce que c'est le groupe espagnol, Rennes est-il capable encore de jouer les troubles fêtes? Bah, c'est un match contre Chelsea qui va être compliqué. Je pense que c'est le football. Je pense que l'enchaînement des journées, ça peut permettre aux petites équipes, entre guillemets, ou celles qui découvrent la compétition, de créer quelques petites surprises. Après, Chelsea est quand même bien en place. Même si Séville, dans le match qui les a opposés aux Anglais, aurait dû s'imposer. Et après, Séville a gagné justement contre Rennes. Je pense que Séville, notamment face à Krasnodar, ça va pas être un match facile parce que Krasnodar aussi, ils font figure de petits poussets et ils vont venir embêter en fait, juste pour se montrer qu'il y a des joueurs qui sont capables de bien jouer, qui ont des qualités. Donc, je pense pas que ce sera un match aisé, mais comme l'a dit Ouda, le fait de jouer à domicile, déjà, ça évite un déplacement supplémentaire dans tout ce que disait Lopetegui de récupération, etc. Donc, je pense que s'ils gagnent, oui, ils auront fait un grand pas vers la qualif en huitième de finale. Juste rappeler le classement du groupe E avec Chelsea 4 points, Séville 4 points, Krasnodar 1 point et Rennes 1 petit point. Ça va nous amener du côté de la Catalogne puisque le Barça reçoit le Dynamo de Kiev. C'est demain mercredi aussi à 21h. Jaime, avec une victoire du Barça, le Barça est pratiquement qualifié. Ça serait 3 victoires, 3 matchs. Oui, bien sûr. Mais attention à la crise sportive du Barça. En Ligue, il a perdu déjà 4 matchs. Enfin, 4 matchs sont gagnés. 2 défaites et 2 matchs nuls. D'ailleurs, Alisson et Abdel, Ansu Fati sera-t-il titulaire? Griezmann sera-t-il titulaire? Dembélé sera-t-il titulaire? Pjanic, qui a commencé le dernier match face à Alaves en tant que remplaçant. Est-ce qu'on comprend où va notre ami Koeman? C'est compliqué de lire en tout cas son schéma de jeu, c'est compliqué de lire ce qu'il veut faire de cette équipe. Il est venu en grand sauveur à virer un peu tout le monde avec en tête de liste Luis Suarez. Ansu Fati, c'est le meilleur homme du FC Barcelone en ce moment, devant Lionel Messi. Ça, faut quand même le souligner. C'est le meilleur buteur de l'effectif. C'est lui qui a le plus d'impact dans le jeu. C'est lui qui va percuter. C'est lui qui va provoquer. Donc, j'espère qu'il sera titulaire. Sinon, ça serait dommage pour le FC Barcelone de perdre un élément comme lui. Ousmane Dembélé qui revient, qui a toujours aussi des prestations un peu en dents de scie. On sait qu'Ousmane Dembélé a un beau jeu, mais il perd beaucoup trop de ballons. Ousmane Dembélé a beaucoup trop de déchets dans son jeu. Malheureusement, Griezmann, il a ouvert son compteur but contre Alaves, donc on peut lui laisser une nouvelle chance. Et Pjanic, qui à mon sens est meilleur que Busquets. Donc si Pjanic débute, ça pourra avoir un impact positif sur cet effectif du Barça. J'espère en tout cas. Alors, avant de changer de registre et un petit mot sur l'Europa League, faisons de pronostics. Alors, Barça gagne ou gagne pas face au Dynamo de Kiev? Barça gagne 2-0. Ouais, pareil, 2-0 ils gagnent facilement. Victoire du Barça, 2-1. Barça gagne 1-0. Alors, du côté de Séville face à Krasnodar. Séville 1-0. Pas mal. Un petit match nul, un partout. Ça, c'est le Rennais qui parle. Victoire du FC Séville, 2-1. Victoire de FC Séville, 1-0. Et puis le dernier, alors Real Inter, ça va être beaucoup plus compliqué. Aïe, aïe, aïe. Je vois le match nul, moi. Real, victoire. C'est vraiment difficile de donner les pronostics pour ce choc. L'Espagne contre l'Italie, ça va être très très compliqué. Je dirais un nul, un partout. Jaime? Non. Madrid gagnera 2-0. Ouais. Alors, je vous préviens tous que la semaine prochaine, je vais sortir vos pronostics et on verra si vous avez eu raison. Et quand je dis je les sortirai. Donc, on verra si vous avez eu raison. Alors, un petit mot sur l'Europa League, juste pour vous dire qu'effectivement, jeudi, il y a 3 équipes espagnoles qui vont donc jouer la nouvelle journée des Europa League. Vous avez d'un côté
Omonoia, c'est compliqué à prononcer, les Chypriotes qui vont recevoir Grenade. La Real Sociedad, donc leader du championnat espagnol de la Liga, face à l'équipe du Pays-Bas AZ Alkmaar. Et puis Villarreal qui va recevoir l'équipe de Tel Aviv. Donc voilà pour l'Europa League. Je vous rappelle que c'est jeudi prochain pour ces 3 équipes espagnoles. Et puis, on va changer de registre. On va quitter donc le foot européen pour partir du côté de la Catalogne, parce que vous le savez, ça chauffe du côté de la Catalogne. Alors le Barça est en crise, ça vous le savez, on vous en parle depuis des semaines dans nos émissions. Crise institutionnelle, on sait que Bartomeu vient de démissionner, c'était le 27 octobre, il a démissionné. Et puis crise sportive, on en a parlé avec encore ce match nul face à Alaves, qui fait qu'effectivement, comme disait Jaime, 4 rencontres sur les 6 jouées en Liga ne se sont pas terminées par une victoire du côté du Barça. Mais parlons justement des dirigeants du Barça et des Bartomeu. Je vous propose de lire avec moi les premières pages des journaux sportifs du côté de l'Espagne, parce que bien évidemment quand on a connu la démission de Bartomeu, ben voilà, Mundo Deportivo a titré dimiten, donc il démissionne, que ce soit le président ainsi que le conseil d'administration. L'autre journal catalan sportif Esport qui va dire Bartomeu jette l'éponge, avec cette image de Bartomeu lors de sa conférence de presse. Et on change complètement parce qu'on va vers la presse sportive madrilène. Regardez Marca, oui, il parle de cette démission, mais tout en haut et en tout petit, Bartomeu démissionne. Voilà pour Marca. Et du côté de l'autre quotidien sportif madrilène, AS, bah, c'est exactement pareil. Il titre en tout petit, tout en haut aussi, Bartomeu s'en va. Voilà, Bartomeu qui quitte donc le Barça, la présidence de Barça. Alisson, c'était une démission inévitable. C'était inévitable, c'était attendu, c'était la bronca au niveau de l'Espagne. Sa gestion ces dernières années n'a pas été très bonne d'un point de vue sportif. On ne comprend pas où il voulait aller avec son club au niveau des recrutements. On a vu un déclin de recrutement, que ce soit à la Masia. Ça fait un moment que le FC Barcelone n'a plus sorti de petites pépites de la Masia, à part Ansu Fati ces derniers temps, ou Riqui Puig, qui ont eux éclos avec l'équipe première. Et ce qu'on lui a reproché tout particulièrement, c'est sa gestion du cas Lionel Messi l'été dernier. C'est Messi partira pas, ne pas avoir été ferme, ne pas avoir dit les choses, ne pas l'avoir retenu aussi, avoir mal géré ce cas Lionel Messi et avoir été aussi en porte-à-faux. Cette saison, la grande question, c'était comment allait réagir Lionel Messi. Donc le président, on l'a clairement poussé à la démission et peut-être que c'est nécessaire pour que le club revienne dans un nouveau cycle. D'ailleurs, Jaime, je me pose la question en entendant Alisson, parce que on parlait tout à l'heure de Valence. Valence est dans la même situation, c'est-à-dire que vous avez des supporters qui n'aiment pas du tout leur président et qui demandent leur démission, sauf que Valence est une société sportive, donc Lin est le principal actionnaire, donc il partira pas parce que c'est son club à lui. Du côté de Barcelone, c'est parti, mais c'est semblable ce qui se passe du côté de Valence et du côté de Barcelone avec cette crise institutionnelle et cette crise sportive. Oui, en effet, le Barça, il est en flamme, comme Valence en faillasse. Il y a une crise financière, sportive et sociale. Financière avec une négociation des salaires des joueurs. Ouais. Hein, et sportif avec les résultats, qu'on connaît tout le monde. Et social avec Messi, Koeman et le président. Justement Adèle, une question pour toi. Le cas Messi, pourra-t-il reconsidérer justement le fait de partir avec une nouvelle équipe dirigeante, avec un nouveau président? Non, je pense que tout ce qui a été fait, là, toutes les tractations qui ont été faites cet été, c'était aussi pour montrer que il en avait marre, il a tapé un peu du poing sur la table pour justement remuer un peu tout ce qu'il y avait et attendre et espérer du changement. Je pense qu'avec les nouveaux présidents et les nouveaux entraîneurs qui vont venir ou qui sont au moins dans la shortlist, il va forcément rester. Mais je pense que Bartomeu, il a fait son temps au Barça, il part avec son équipe. Et à un moment donné, on a beau regarder les joueurs, on a beau regarder les coachs, fallait vraiment tout retaper. Et je pense que ça part de plus haut que sur le terrain. Ça va au-delà même. Et les institutions n'étaient plus
bonne, on n'était plus du tout solide. Du coup, voilà, on va attendre les nouvelles, les nouveaux personnages de ce nouveau Barça. Dans des élections qui doivent avoir normalement lieu 3 mois après la convocation. Donc au mois de février, probablement, on n'a pas encore les dates exactes, il y aura des nouvelles élections du côté du Barça, sachant que il y a quand même déjà plusieurs candidats. Victor Font, qui est celui qui amène dans ses valises apparemment Xavi en tant qu'entraîneur du côté du Barça, mais il y a aussi Jordi Ferrer, Toni Freixa, Luis Fernández Sala, mais surtout il y a Joan Laporta, l'ancien président, qui pourrait donc faire acte des candidatures dans les prochains jours du côté de Barcelone. D'ailleurs, on en parlait, Ouda, donc crise sportive aussi, parce qu'on voit, Alisson le disait tout à l'heure, avec Koeman, on ne sait pas exactement où va ce Barcelone-là. Griezmann, il est tantôt titulaire, tantôt remplaçant. Pjanic est tantôt titulaire, tantôt remplaçant. Dembélé, on a essayé de le vendre et on n'a pas réussi, donc on doit le garder. Umtiti est disparu dans la mouvance barcelonaise. Crise sportive, donc je disais. Alors, Koeman, quelle est sa responsabilité dans tout ça? D'abord, il faut lui laisser un petit peu de temps pour s'adapter avec les Blaugrana. Et ce que je peux rajouter, c'est que le départ du président Bartomeu est venu apaiser un peu les tensions au sein du groupe. Et on a pu remarquer ça lors de la rencontre face à la Juventus. Le niveau des joueurs, ils étaient un peu impactés par ce départ, notamment Messi qui fait une excellente prestation. Donc voilà. Pour cette crise, elle est non seulement institutionnelle, mais elle est aussi financière. Comme l'a déclaré M. Gémet, il faut que tout soit en accord. Il faut que les conflits au sein du groupe soient... Il faut que les problèmes... Il faut savoir quand même qu'il y a quand même une dette de 200 millions à la fin de l'année 2019 et que pour l'année 2020, on parle encore de 200 millions de déficits pour Barcelone. Donc effectivement, cette crise financière qui va toucher près d'un demi-milliard quand même d'euros pour le FC Barcelone. J'aimerais revenir quand même, Alisson, sur Ansu Fati parce que Koeman, on lui a posé la question justement, pourquoi vous avez remplacé Ansu Fati à la mi-temps? Vous savez, c'est très rare qu'on remplace un joueur à la mi-temps d'un match. On le laisse commencer la deuxième mi-temps et puis on le remplace. Et voilà ce que nous dit Koeman. Je n'étais pas content de notre jeu en première mi-temps et nous avons le banc des touches adéquates avec des gens des qualités capables de marquer. Un match ne se gagne pas avec un seul joueur et Ansu Fati a eu son opportunité. C'est quoi? C'est un message pour Ansu Fati? Parce qu'en plus, c'était le jour de son anniversaire, le jour où il avait 18 ans. C'est le jour de ses 18 ans et c'est parce qu'il avait été critiqué suite au Classico aussi. On lui avait reproché d'être trop individualiste. Mais j'ai envie de dire, quand tu as 18 ans, que tu es les meilleurs joueurs quand même du FC Barcelone, que tu es le petit protégé de Messi, faut le savoir, l'un de ses agents, c'est le frère de Lionel Messi, soit dit en passant. Franchement, qu'est-ce qu'on peut te reprocher? Koeman, comme j'ai dit précédemment, est arrivé avec son épée sur son grand cheval en disant « Moi, je vais tout révolutionner. C'est un gamin, c'est un bébé, c'est ton meilleur joueur. Laisse-le, bon sang. Laisse-le tranquille. » Koeman, je regardais tout à l'heure parce que je ne me rappelais pas très bien, c'est le 5e entraîneur néerlandais du FC Barcelone. Le 5e dans l'histoire du Barça. Je me permets donc de vous rappeler, avant de continuer, que le Barça est 12e du championnat avec 8 points, 6 matchs. Donc, il a 2 matchs en moins. Ça, il faut le rappeler quand même. C'est important, il y a encore 2 matchs en moins pour le Barça. 2 victoires, 2 défaites, 2 nuls. Le meilleur buteur, c'est Ansu Fati. C'est Ansu Fati, 4 buts avec le Barça. Le Barça qui va jouer donc le Dynamo de Kiev donc demain, mercredi à 21h pour la 3e journée de la Champions League, qui va aller après recevoir le Betis de Séville. Ouais. Et puis, le 21 novembre, ça va être le match de cette émission, ça sera Atlético de Madrid, Barça. Donc des rendez-vous importants pour les Barça et des rendez-vous difficiles pour cette équipe catalane. Et maintenant, on va parler, pour pratiquement la fin de cette émission, de la journée, la 9e journée du championnat espagnol. C'est le week-end prochain, et donc c'est la Quiniela. Et pour la 9e journée, la Liga nous réserve de belles affiches, notamment avec le choc entre Valencia et Real Madrid. Pour clôturer cette 9e journée, il faut également se rappeler du match du FC Barcelone contre Real Betis et Athletic Madrid qui reçoit Cadiz. Et sans oublier
Getafe contre Villarreal. Voilà, pour le match le plus dur, je dirais, de cette 9e journée, ça sera entre le Real Sociedad et le Granada. Les deux clubs sont impliqués dans l'Europa League. Effectivement, les deux clubs inattendus, l'un parce qu'il est déjà en tête du championnat espagnol, Oui. et Granada qu'on ne l'attend pas à ce niveau de performance. Déjà, ça a été quand même assez incroyable qu'il soit qualifié en Europa League. Et je vous rappelle qu'il y a quand même un joueur français du côté des Granada, c'est Maxime Gonalon. Et oui, il joue toujours, il joue en Espagne et il joue avec Grenade. Et le match donc à retenir, Ouda vous l'a dit, mais je vous conseille aussi de donner un petit coup d'œil sur ce match Valencia-Real Madrid. Même si Valence est mal, ce sont des matchs à très haute intensité à chaque fois que les deux clubs se rencontrent. Pour terminer, je vous conseille tout simplement de nous suivre. Ça sera mardi prochain à partir des 22 h parce que quand il n'y a pas des soirées Champions League, l'émission passe les mardis à 22 h. Abonnez-vous à Cab Sport, votre chaîne YouTube, où vous pourrez suivre bien sûr Inside Liga, mais vous pourrez suivre aussi nos autres émissions, Inside Foot en sport notamment. Merci Alison de m'avoir accompagné, m'avoir fait confiance pour cette première émission. Merci Ouda. Merci à vous Juan José, j'étais très ravie de faire cette première avec vous. On te retrouvera toutes les semaines hein, avec oui. la Quiniela. Au début de l'émission, en fin d'émission et bien sûr tout au long. Merci Jaime de nous avoir accompagnés. Et puis je te recevrai, si tu veux bien, lors d'un match où on parlera notamment des Valence. Donc merci à vous tous. Et n'oubliez pas, c'est mardi prochain sur Cab Sport, Inside Liga. Hasta la semana que viene, os esperamos aquí. Ciao a todos.